Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Dans l'épisode précédent. Je m'appelle Habib, j'ai 47 ans. Et là, ce jour-là, en fait, j'avais compris quelque chose. C'est que quand tu t'engageais dans quelque chose, vas-y vraiment. J'ai comme développé un troisième œil. C'est les rencontres humaines qui ont construit au fur et à mesure mon parcours. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça a réussi. Les anonymes fantastiques. Habib, 5e épisode. J'étais parti avec Wakid en Allemagne. C'était un échange entre Chambéry et Albstadt, je crois ça s'appelle. Et en fait, j'étais entre deux tournées. Et j'avais un temps. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà devenu professionnel au sens où j'étais payé pour danser. J'étais intermittent. Et j'étais parti avec Wakid, tu vois, et avec deux jeunes filles sûres, Souila et Nora, tu vois, qui étaient de super danseuses à l'époque aussi. Et moi, je suis venu comme ça à l'improviste, tu vois. Il y avait une place et hop, je suis parti avec eux. Et quand on était là-haut, on va pour faire une démo, tu vois. Donc eux, ils avaient déjà préparé des trucs. Et Wakid, il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu passes à des endroits, machin, que tu fasses des trucs avec nous et tout. Je dis, ouais, pas de souci, bien sûr. Ouais. Et il me dit, ouais, bah, on n'a qu'à dire qu'on va te laisser une musique pour toi. Tu vois, tu vas danser dessus. Et moi, dans ma tête, je dis, ouais, ok, pas de souci. Ouais, tu me fais juste écouter la musique et on regarde sur scène qu'est-ce qu'il y a. Et je te dis, tu vois. Il me dit, ok, mais j'aimerais que tu fasses la choré. Et là, purée, qu'est-ce que je te montre comme choré, moi? Parce que je sais pertinemment que ce que je vais te montrer maintenant, je vais pas le faire après. Donc, du coup, il faut filouter. Tu vois, il faut filouter. Mais comment tu filoutes avec quelqu'un que tu connais? Tu vois, avec quelqu'un qui te connaît. Mais il ne me connaissait pas à ce niveau-là de filoutage. Parce que j'ai toujours été aussi assez respectueux puis assez discret sur certaines choses. Tu vois, parce que c'est quand même le grand frère, tu vois. Wakid. Et du coup, voilà, il y avait cette part de respect, tu vois. Donc, on a choisi une musique. Il y avait d'autres qui n'avaient pas encore fini de répéter. Il fallait qu'ils reprennent la scène. Il y avait je sais plus, pas un décor, mais il y avait un trapèze qu'il fallait qu'il bouge. Et moi, à ce moment-là, j'en profite, je dis non, ne l'enlevez pas, je vais l'utiliser. Ça fait partie de mon truc. Et bien sûr, je l'ai improvisé sur le moment, tu vois, je savais pas du tout. Et du coup, je l'ai utilisé, tu sais. Et je l'ai utilisé parce que le gars il me dit ah mais moi ça me dérange pas, je vais le remonter à la corde et tout. Je dis non, au contraire. En fait, je vais venir, tu le laisses traîner. Quand le trapéziste il sort, moi je rentre. Hop, je l'attrape et tu me fais monter à ce moment-là. Et du coup, tu vois, j'ai improvisé là-haut des trucs. Et puis je dis, quand je te regarde, bah tu me fais descendre. Sauf que moi, je sais pas quand je vais le regarder. Tu sais, bah hop, tu montes et tu fais ce que tu as à faire. Puis au final, bah ça s'est super bien passé. C'était tous contents. Et Wakid m'a chaleureusement... Il m'a chaleureusement, pas encouragé, mais remercié, tu vois. Il était trop content de ce que j'avais fait. J'ai dit, purée, j'ai de la chance. Ah, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Le truc, pourquoi ça a réussi, c'est parce que je suis dedans. Parce que la scène, c'est l'arène. Tous les yeux sont braqués sur toi. Il n'y a pas de tu rates, tu reprends, je sais pas quoi. Ah non, là, c'est un autre langage. C'est une autre configuration. Et,
Ouais, il aurait fallu vraiment avoir presque un double moi, quoi, pour travailler réellement. Tu vois, le danseur. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la difficulté à travailler ma danse parce que très peu de gens, entre parenthèses, me comprennent. Et veulent prendre le temps de laisser mûrir mes mouvements, tu vois, etc., etc. Ça a joué des tours. Mais la chance que j'avais, c'est que donc quand je suis sorti de l'école, on était parti avec la compagnie sur un spectacle qui s'appelait Terre de Lumière à cette période-là. Euh, il faut savoir qu'on a mis un moment, tu vois, à le monter. On a mis trop de temps même à le monter parce que les envies de chacun n'étaient pas dans la même direction. Moi, c'était clair, je voulais être professionnel parce que je voyais pas l'intérêt de perdre mon temps à aller bosser à droite, à gauche. Alors que quand je suis sorti de l'école, en fait, très vite, j'ai noué d'amitié avec Khalid, qui tenait à cette période-là le bazar d'Agadir. C'était un petit bazar, un magasin dit oriental. Et lui, très vite, en fait, Khalid, il m'a dit vas-y, Habib, je te donne le magasin. Et moi, j'en ouvre un autre. Et je dis ouais, mais Khalid, moi, j'ai la danse. Tu vois, je vais être danseur. Mon père lui-même, pour lui, c'était sûr, j'allais devenir commerçant. Et à tous, j'ai dit, mais non, moi, je suis artiste. Tu vois, je veux être danseur. Ma mère, c'était la seule qui savait. C'était la seule. Mais vraiment la seule, avec... Il faut que je rende aussi hommage quand même à Annie Dompnier, qui est... c'est elle, le théâtre pour rire à Cognac. C'est la première personne à avoir parlé à ce niveau-là. Quand j'étais dans le doute, machin et tout, elle me dit, Habib, fais-le. Fais-le. Comme ça, tu n'auras pas de regrets. Même si ça dure que 10 ans. Tu vois ? Et à ce moment-là, ma mère, elle savait pas les mots qu'il fallait employer, mais elle savait qu'une chose, c'est qu'elle avait confiance en moi. Dear mama, you all appreciate Qu'est-ce qui se passe avec Terre de Lumière ? C'est qu'on présente ça au Scarabée, avec l'association, la compagnie de danse Alexandra Npossi. On avait un des danseurs, Abdenour, il avait des amis, tu vois, qu'on avait déjà vu, mais rapidement, tu vois. Et là, c'était Acro-Rap, tu vois, qui à l'époque commençait à cartonner partout dans la France, voire dans le monde même, parce qu'il faisait des tournées internationales. Et il appelle Kaderatou. Et là, il se pointe le soir de ce spectacle. Et il apprécie vraiment un passage. Et ce passage, j'étais dedans. On n'était que tous les deux, d'ailleurs, avec Abdé. Et il se trouve que ce morceau-là, en particulier, c'est une musique que c'est moi qui l'avais amené. C'est l'ensemble El Kindi. Le maestro de cet ensemble de musique arabe savante, Julien Vess, et il s'était fait appeler Jalaluddin Vess. C'est quelqu'un qui s'était énormément intéressé à la musique arabe. C'est très simple, lui, à la base, il était, je crois un guitariste. En tout cas, c'était un jazzman. Il était invité chez des potes, et il y avait un vinyle qui tournait. Et c'était Mounir, le grand Mounir Bachir, un maestro du oud, le luth arabe. Il est irakien. Et il se trouve qu'il a passé sa soirée à côté du vinyle, tu vois, qui tournait. Et en fait, il a demandé à le faire tourner en boucle, quoi. Et ça a changé sa vie. Et il y avait un disque des musiques du monde, et il y avait une musique de l'ensemble El Kindi. Et moi, je tombe dessus, je dis waouh, c'est quoi ce son?
je fais venir Wakid, il m'achète le CD, et avec Abdé, on travaille dessus, et avec des mouvements qui me sont propres à moi. C'est-à-dire que mélanger un peu aux arts martiaux, avec la danse hip-hop, tu vois. Alors, c'était des petits clins d'œil, hein, c'était pas proprement arts martiaux, c'était pas, tu vois, mais c'était des clins d'œil. Mais ça se rapprochait de ma danse, en tout cas de ma future danse. Kader, il dit, ouais, il n'y a qu'un seul moment qui m'a plu dans votre spectacle, vraiment, et c'est exactement ce que je recherche. Et en fait, ça avait commencé comme ça. Les deux qui avaient signé avec lui, c'était Abdé et moi. Ils nous avaient fait par contre une cassette, chacun, tu sais, pour nous dire, voilà, sur quoi je voudrais aller. Et le sujet, c'était le drame des années 90, sur ce qui s'était passé en Algérie. Donc toutes les tueries invraisemblables, ce qui est même incompréhensible, tu vois. Donc il voulait traiter de ça. Il ne savait pas comment, mais voilà, il était parti là-dessus. Moi, entre-temps, je savais que Imhotep allait sortir un album. Et le temps passe et Imhotep va pour sortir son nouvel album, Blueprint. Et dès qu'il est sorti, en fait, je suis tout de suite allé au magasin de musique. Et j'ai dit, c'est possible d'écouter ce CD ? Oh mais bien sûr. Elle m'ouvre le truc, elle me le passe. J'ai dit, waouh. Et là, j'y vais, mais tu sais quoi, je marchais sur des œufs, là. Quand j'ai mis le casque, c'était du coton. Tu vois, quand j'ai mis la lecture, c'était juste Sésame, ouvre-toi. On avait une première résidence avec Kader et Abdé. On n'était que tous les trois. On n'était que 3 danseurs dans ce spectacle. On avait une semaine de résidence ensemble. Donc là, c'était à Malraux. Et au moment où le train de Kader arrive à Chambéry, en fait, Abdé, lui, il était en cours. Du coup, c'est moi qui suis allé accueillir Kader à la gare. Et la première chose que je lui dis après bonjour, c'est, tu sais quoi, Imhotep, il a sorti un nouvel album. Il faut vraiment que tu l'écoutes. Donc je l'emmène au magasin, je le fais écouter. Et tu sais, lui, je sais pas, tu sais, il y avait un truc un peu distance, tu vois, un peu, tu sais, on sentait, lui c'était le pro, moi c'était l'amateur, tu sais, qui était là, qui débordait de, tu vois. Il fait abracadabra, tu sais, il sort sa carte bleue, clac, 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 il met dans son sac. Hop, on part, on va à la salle. Il fait, bah ok, bah on va attaquer. Et finalement, tu sais quoi, toute la semaine, on travaille sur Imhotep. Cette période-là, Gilles Rondeau, qui était à la base, c'est pas l'administrateur. En fait, c'est devenu malgré lui administrateur. Et il manageait le groupe, tu vois, Acrorap. Et lui, c'est un artiste plasticien qui a énormément aidé Acrorap, pour pas dire quasiment, mais quasiment, hein, il a construit Acrorap. Sur toutes les créations qu'ils ont montées Acrorap, tu vois, la direction artistique, c'était tout le temps écrit Gilles Rondeau. La diffusion, c'était Gilles Rondeau. Les photos, c'était Gilles Rondeau. Les textes qui parlaient de la danse, du spectacle, de chacun de leurs spectacles, c'était Gilles Rondeau. Enfin, tu vois, Gilles Rondeau, il a été incroyable. Tu vois, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est quasiment, je pense, oublié. Parce qu'aujourd'hui, il ne travaille plus avec eux. Mais Gilles Rondeau, il a été vraiment incroyable avec ce groupe. Et il faut savoir que par la suite, quand il y a eu séparation, il y a eu 3, voire 4 compagnies. Il y en a 3 sûres qui sont encore vivantes aujourd'hui. Donc il y a Acrorap, il y a Cafig et celle de Éric Mézineau, c'est quoi ? Je sais plus. Mais c'est la compagnie d'Éric Mézineau, quoi. Tu vois ? Et ces 3-là, mais il y en avait d'autres. Il y avait Shaoki, il y avait, tu vois. L'autre, je sais pas. Le 5e danseur qui était à la base avec eux. Moi, quand je les ai connus, c'était les 4. Il y avait Kader Atou, Mourad Merzouki, Shaoki Saïd, je crois, et Éric Mézineau.
Tu vois. Et les 4, à la base, c'était pas des danseurs. C'était des acrobates qui venaient du cirque. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait appeler acro-rap. Et tu vois, le côté rap, c'est vraiment foutre le pied dans la soupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme l'histoire du Smurf. Tu vois, les ondulations, on appelait ça Smurf. Mais Smurf, c'est les Schtroumpfs. En fait, il paraît que c'est une cassette vidéo qui est venue des States. Et je ne sais pas ce qui s'est passé comme embrouille. Il y a écrit Smurf dessus. Et quand ils ont vu les waves, c'est-à-dire les ondulations, et en fait, ils ont appelé ça Smurf en France. Donc pour la France, c'était le Smurf. Kader, il rentre chez lui, et quelques temps après, il se voit avec Gilles. Et quand ils se sont vus avec Gilles, il y avait Brahim Tounsi. Et Brahim Tounsi, en fait, il a fait partie de ce spectacle, tu vois, de cette aventure qui s'est appelée Prière pour un fou. Un soir qu'ils étaient chez Gilles à discuter, il y a Kader qui dit à Gilles, il dit ouais, purée, là on a commencé à travailler dessus et j'aime beaucoup la musique de Imhotep. Tu vois, il se trouve qu'elle colle vachement à notre travail. Et là, Gilles, il commence à ouvrir les possibilités. Et là, Brahim Cash, lui, il était du cash. Il n'y avait pas de midi, 14h, politesse, je sais pas quoi. Non, rien du tout. Lui, il se lève, il dit, écoute, Imhotep, c'est qui ? C'est un être humain, comme toi, comme moi. Eh ben, on va l'appeler et on va travailler avec lui. Et là, t'as Gilles qui est bouche bée, fait, ok, Gilles, appelle-le. Appelle son manager, appelle sa maison de disques, machin, truc. Et ils le font. Et tu sais quoi ? Il dit oui. On a une semaine de travail avec Imhotep dans son studio perso, avec son assistant. Il se trouve qu'Imhotep, c'était quelqu'un à cette période-là qui était très, très demandé. Tu vois, qui avait énormément de projets, tout ça, etc. Du coup, la journée se passait avec son assistant. Il s'appelle Mourad, je crois. Et donc, on se retrouve avec Imhotep dans le studio, Brahim qui chante. Et il faisait rire parce que Imhotep, en fait, c'était hyper simple dans son studio. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait 2-3 chaises, un ordinateur, un sampler, et stop. Et un paquet où il y avait quelques vinyles. Mais il y avait 10 vinyles qui se couraient après. Il n'y avait rien. Et il y avait une petite pièce, et j'y vais, tu sais, il y a quoi ? Il y a une théière, une petite théière, tu sais, avec des petits verres de thé. En fait, c'était son seul kiff, le gars. Boire un thé à la menthe de temps en temps. Oh, purée. Et bref, eux, ils passent toute la semaine à travailler avec Imhotep sur l'album donc Blueprint. Donc, ils le rafistolent en fonction de la création, qui faisait à peu près 30 minutes, tu vois. Et par la suite, il y a eu une violoncelliste, Emmanuel, qui s'est mise en plus dans le projet, tu vois, et qui était coachée, tiens-toi bien, par Brahim. Il s'assied à côté d'elle comme un petit enfant, tu sais. Et elle a son truc, tu sais, pour écrire les notes, là, et son violoncelle. Et en fait, il lui chantait qu'est-ce qu'elle devait jouer sur la musique. Le gars, il sait pas lire le solfège. Je te jure, trop fort. Et il lui a fait tout écrire la musique comme ça, tu vois. Il a fait une collaboration avec elle en très peu de temps, tu vois. Elle a tout écrit. Après, elle devait jouer, tu vois, sur la bande-son donc de Imhotep. Et nous, on dansait dessus. Et Brahim, en plus de ses vocalises qu'il avait fait chez Imhotep, eh ben, il chantait dessus. Et il y avait, je ne sais plus malheureusement son nom de famille, je ne vais pas dire de bêtises, Mohamed, qui venait de Biskra, en Algérie. C'est un artiste plasticien qui était un ami à Gilles Rondeau, que Gilles donc, a fait venir d'Algérie
pour travailler un décor pour cette pièce. Et en fait, la pièce, c'était un mur sur lequel on voyait une fenêtre. Derrière la fenêtre, il y avait la violoncelliste qui était minutieusement assise. Et le mur, donc, il était décoré d'une certaine façon artistique, tu vois, par Mohamed, qui venait de Biskra. Il était prof aussi d'art plastique là-bas. Et lui, Mohamed, il me disait la chose suivante. Il me disait, quand on commence dans l'artistique, on est condamné à créer jusqu'à la fin de notre vie. Et tu vois, j'avais trouvé ça très puissant. Et ça s'est révélé, parce que moi, dans mon parcours personnel, il s'est trouvé qu'il y a plein de fois où j'étais très bas, émotionnellement parlant. Et c'est quand je reprenais l'artistique, que ce soit la lecture, par la poésie, par certains contes, l'écoute de la musique, mais d'une certaine écoute, tu vois, l'écriture, des choses à mon niveau, hein. Attention, pas de prétention quelconque, hein, mais des choses, tu vois, ou de danser. Et ben, c'est à ce moment-là où je remontais, je refaisais surface. C'est comme si je refleurissais. Tu vois, je revenais à mon printemps. Les Anonymes Fantastiques, Habib, un témoignage en 5 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cugnet pour Radio et les Bords 105.9 FM en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-et-lesbords.com.